Je repense à plein de projets où j'aurais bien aimé que le chef de projet aille à des meet-up et s'intéresse un petit peu plus au contenu. Ça aurait évité des décisions un peu what the fuck des fois. Mais, c'est le but en fait. Voilà. C'est bon, t'es enregistré, tu peux commencer. Ça y est? Ok, super. Bon, Du coup, merci tout le monde, merci Olivier de m'avoir invité et merci à Cross Knowledge. Moi, je suis donc Vincent Daubry, je suis développeur indépendant. Je fais du Ruby on Rails depuis quelques années. J'ai fait de l'iOS pendant quelques années dans une autre vie. C'est ça qui m'a amené d'ailleurs à faire du dev back parce que, étant frustré par le manque de réactivité côté back-end des fois des services, petit à petit j'ai fait de plus en plus de back et depuis quelques années je fais exclusivement du dev back. Et de manière involontaire, je ne l'ai pas cherché, mais il se trouve que depuis bien 3 ans maintenant, tous les projets sur lesquels je suis intervenu, c'était systématiquement des API JSON REST pour des interfaces mobiles et web. Mais donc à chaque fois, c'était des clients lourds, on va dire, iOS, Android ou côté web de plus en plus de l'Angular et du React. Donc je pense que c'est une nouvelle pour personne, mais je pense que rendre de l'HTML côté back, ça se fait de moins en moins. Et voilà, moi je constate vraiment que tout le monde un peu a switché sur ce modèle. Et donc, si ça vient se rallumer. Ah oui, voilà, tiens, vas-y. Je vais se le mettre. Et donc voilà, c'est ça qui m'a amené de plus en plus à m'intéresser au sujet de la conception d'une API JSON REST dans le but de dialoguer avec un client, on va dire de type client lourd, mobile ou web. Alors du coup, la présentation, comme je ne savais pas exactement à quelle audience j'allais m'adresser, elle est assez générale. On va commencer par voir quelques grands principes. Alors vous me direz si c'est des choses que vous connaissez déjà tous, on pourra peut-être passer plus rapidement sur certaines parties. Un sujet qui pour moi est hyper important, c'est le sujet de l'évolutivité d'une API. Surtout au début, vous allez vouloir itérer vite quand vous démarrez un nouveau projet. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous adapter aux changements, sachant que, vous le savez tous, une fois que vous avez installé, vos utilisateurs ont installé une appli sur leur téléphone, vous avez peu de garanties qu'ils vont faire les mises à jour. Il y a aussi un sujet autour de ça, mais donc se pose la question de comment est-ce qu'on rend une API la plus évolutive possible sans avoir à introduire de breaking change. Pour finir, il y a plusieurs petits conseils, des trucs que moi j'utilise quand je fais des API que moi je trouve utiles. Alors, on va commencer par vraiment les grandes lignes. Voilà, je pense que ça fait un moment que vous n'avez pas, en tout cas, écrit des API en SOAP. Je pense que des fois, vous avez peut-être été amené à utiliser des vieilles API en SOAP, mais aujourd'hui, si vous démarrez, je pense que la question ne se pose plus trop. On ne va pas revenir sur le pourquoi plus léger, plus payload est plus petit, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'approche la plus traditionnelle, on pourrait dire, c'est de faire du JSON REST. Clairement, ça a pas mal d'avantages. Je pense qu'une des raisons, au-delà du fait que JSON et REST ont avancé ensemble, et je pense que REST a bénéficié de la popularité de JSON, c'est aussi une approche qui permet d'exposer des ressources business. Et en fait, quand on conçoit une API, la philosophie REST pousse énormément à faire apparaître vraiment des concepts métiers, des ressources. Typiquement, là où avant REST, on avait tendance à avoir, ne serait-ce que dans les URL, des verbes. Par exemple, list user. Donc il y avait un endpoint / list user. Là, on va plutôt pousser à faire apparaître une ressource / users. Et sur cette ressource, il y a un certain nombre de verbes HTTP qui vont, eux, porter, d'un point de vue sémantique, l'action qu'on va vouloir appliquer sur cette ressource users. Donc typiquement, si on fait un get sur users au pluriel, on veut avoir la liste. Si on fait un post sur users au pluriel, on veut insérer et créer un nouveau users, idem avec delete et put ou patch pour le mettre à jour. Donc ça, c'est quand même une notion intéressante qui est portée par REST et quand on conçoit son API,
C'est vraiment un point important à garder en tête. Quelles sont les ressources? Et typiquement, pour aller un peu plus loin, alors ensuite, voilà, tout est objet à débat, mais par exemple, quand on crée le service de création de compte, on peut très bien faire apparaître des ressources type registration, par exemple. Et on peut manipuler une registration qui correspond au concept d'un utilisateur qui se crée, ou une subscription, par exemple, aussi. Donc voilà. L'avantage, c'est que c'est hyper connu. Vous allez trouver des centaines d'articles de blog qui répondent à peu près à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et c'est probablement au sein d'une équipe l'approche qui est la plus maîtrisée par tous les membres de votre équipe. Donc ça aussi, c'est une bonne raison de partir là-dessus. Et enfin, côté back-end, l'avantage, c'est que on est sur des problématiques en termes de requêtes que ça va générer derrière ou autres, qui sont très prédictibles, très connues. On sait que vous avez, je ne sais pas, pour un site de e-commerce, vous avez 20 millions d'items en base. Vous savez que en fonction du nombre de get que vous allez avoir dessus, enfin bref, les problématiques de perf sont plus facilement prédictibles que l'approche. Alors je ne sais pas si combien ont entendu parler de GraphQL. Ouais, donc quand même une bonne moitié. Donc ça, c'est la nouvelle approche qui est poussée par Facebook. C'est vraiment un paradigme complètement différent. C'est assez nouveau. Et je pense que c'est clairement qu'il y a quelque chose à regarder, à surveiller. Si vous cherchez une idée de POC à faire le week-end ou autre, jouer avec une API GraphQL, c'est assez intéressant. Il y a notamment, il commence à y avoir quelques gros clients qui sont sur GraphQL en prod, notamment GitHub. Ils ont refait toute leur API sur GraphQL. Donc, qu'est-ce que c'est GraphQL? Le concept, c'est que vous allez avoir un seul endpoint et vous allez décrire, au moment où vous faites votre requête, à la fois les ressources que vous voulez avoir dans la réponse et surtout les attributs que vous voulez avoir. Donc, en fait, c'est le client qui décide au moment où il fait sa requête quel est le format de la réponse qu'il veut avoir. Et du coup, ça permet d'être extrêmement flexible puisque c'est le client qui va, plutôt que sur une approche REST, par exemple, vous avez un nouvel attribut pour votre utilisateur. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez, il y a une nouvelle information qui est apparue en base, vous voulez la faire redescendre sur le mobile, il va falloir aller voir l'équipe back-end, leur demander de rajouter un nouvel attribut, ils vont rajouter ce nouvel attribut, et quand ça va partir en staging ou en prod, vous pourrez l'utiliser. Là, en fait, c'est vous, côté mobile, qui décrivez la liste des champs, par exemple, que vous voulez obtenir. Ça permet, donc c'est vraiment une approche très différente. Le but derrière, c'était de pouvoir itérer plus rapidement sur la UI. Sur une appli de la taille de Facebook, on voit bien l'intérêt qu'ils peuvent avoir à découpler un peu les équipes. Et du coup, voilà, clairement, aussi bien côté de leurs clients, mais surtout côté back, vous allez avoir pas mal de frameworks et de librairies qui vont vous aider à mettre en place GraphQL. Toutes les librairies sont quand même assez jeunes, quelle que soit la techno, hein, que ce soit JS, Ruby et autres. Donc voilà, attendez-vous à ce que comment dire, il y aura voilà, des releases régulières avec potentiellement pas mal de breaking change. Enfin, ça bouge pas mal, c'est assez jeune. Autre point, alors forcément on en parle, mais je pense qu'on va aller assez vite là-dessus. Quand vous sortez une API, forcément obligé de se poser la question, est-ce que c'est une API privée ou je vais être le seul consommateur de mon API, ce qui est, j'imagine, souvent le cas pour vous, ou est-ce que j'ouvre mon API à l'extérieur? Alors bon, ça paraît évident, mais en fait, au cours d'un projet, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des projets qui étaient complètement privés et pensés comme ça, petit à petit obligés de s'ouvrir, par exemple à des partenaires à qui on veut donner accès à un certain nombre d'infos, ou ça peut être voilà, des partenaires B2B2C ou autres. Donc c'est toujours intéressant de se poser la question qui pourrait être amené à consommer mon API, notamment c'est important voilà, en termes de volumétrie, nombre de requêtes, mais aussi en termes de sécurité. Posez-vous la question au départ, par exemple, est-ce que vous devez mettre en place du rate limiting? Le rate limiting étant
la limite, le fait de limiter le nombre de requêtes que va pouvoir faire un user. Par exemple, un utilisateur ne peut pas faire plus de tant de requêtes par minute par heure, mais ça peut être aussi à l'échelle d'une appli. Donc ça, c'est des choses à voir. Voilà. Ouais. Sur les projets que tu as dit qui sont passés de privé à public, c'est Ouais. quoi comme genre de problème que tu as vu? Bah, typiquement, dans les problématiques que j'ai pu voir, c'est donc on est aujourd'hui, par exemple, sur une appli où enfin, sans donner trop de détails, par exemple, lorsque vous allez vouloir ouvrir à des partenaires, par exemple, que ce soit sur la partie comment dire, acquisition de users, ça peut être intéressant de temps en temps quand vous signez un partenariat dans le but de communiquer auprès de la base d'utilisateurs, de permettre à ce partenaire de venir interroger votre base. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Ensuite, c'est très spécifique à votre business, mais je pense que si, je sais pas, si on prend la formation pour en discuter après, je pense que ce serait intéressant aussi d'en parler avec toi qui fais du marketing, mais souvent on peut aller chercher de la croissance à l'extérieur chez d'autres boîtes qui font des choses similaires, etc. et leur ouvrir certaines features via votre API. C'est une stratégie qu'on rencontre souvent. Pareil, dans les questions à se poser au départ, hyper structurantes, c'est toutes les questions d'autante, notamment. Hôte étant de plus en plus ce qui est en train de devenir un standard. Donc l'idée, c'est d'être vous-même provider hôte, c'est-à-dire que vos applications vos utilisateurs vont s'identifier chez vous via O2. Ça, c'est une première solution. Vous avez aussi l'approche probablement la plus simple. Ce serait intéressant de savoir d'ailleurs comment est-ce que vous gérez l'authentification, mais le plus simple en général, c'est d'avoir un token unique par utilisateur. Lorsque cet utilisateur va se sign in via votre API, donc il a son écran, il saisit login mot de passe, il clique sur je me connecte. Côté back, vous recevez le login, le mot de passe, vous hachez le mot de passe, vous vérifiez que le login et le mot de passe sont bons. Si c'est le cas, vous renvoyez au mobile un token, qui est donc un identifiant unique pour cet utilisateur. Et ensuite, toutes les requêtes suivantes, le mobile peut rejouer ce token et du coup identifier l'utilisateur, ne pas avoir donc à rejouer le login mot de passe à chaque appel. Donc ça, c'est une première approche. Enfin, c'est une approche qu'on trouve assez souvent, qui a le mérite d'être très simple. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous utilisez tous, par exemple, cette notion de token unique, ou alors vous faites de l'hôte je ne sais pas, c'est qui utilise un token tel que celui que j'évoquais? Ouais. Quasiment toutes les applications. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'approche, une des approches les plus classiques. Il y a aussi les JSON Web Token, JWT, qui ont pas mal le vent en poupe et qui permettent, en fait, en plus du token qui permet d'identifier l'utilisateur, en fait, on va prendre cette info-là, plus éventuellement d'autres métadatas. Tout ça, on le chiffre. Et on en fait un payload qui est envoyé au client et que le client, du coup, va pouvoir lire. Il va récupérer non seulement le user ID, mais potentiellement quelques infos en plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Comment ça se comporte dans le temps, justement, sur la durée, c'est-à-dire une fois que tu t'es déconnecté, c'est fini, le token il est mort, ou derrière tu peux récupérer? Alors, on va avoir des stats derrière. Ouais. Pour justement du multi-appareil. Bah, un point effectivement important, c'est la durée de vie du token. C'est-à-dire que même si au départ, vous partez du principe que vos tokens ont une durée de vie infinie, pourquoi pas, hein, lors des premières itérations, ça peut faire du sens de démarrer comme ça. C'est quand même pas mal. Côté client, dès le départ, on en vient toujours au même sujet, hein, c'est comment est-ce que vous vous adaptez au changement. Si demain vous décidez, pour des raisons de sécurité ou autres, de mettre une durée de vie à un token, typiquement c'est exactement le cas de... alors
je suis filmé, donc je fais attention à ce que je dis, hein, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le cas de Facebook, qui au départ, dans son API, laissait la possibilité, lorsqu'on demandait un token d'identification à l'API Facebook, on pouvait demander des tokens avec une durée de vie infinie. Et petit à petit, ils ont arrêté de délivrer, et la raison en fait elle est simple, hein, c'est que si jamais quelqu'un arrive à, par exemple, vous stocker ces tokens dans votre base de données, pour X raison, votre base de données est compromise, tous vos utilisateurs, si on récupère leur token Facebook, n'importe qui pourra agir en tant que cet utilisateur sur votre appli. Donc c'est vrai que ça pose des questions de sécurité d'avoir une durée de vie infinie pour des tokens. Donc aujourd'hui, Facebook ne le fait plus du tout. De base, leurs tokens sont de durée de vie très courte. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de grandeur de la journée. Et on peut demander éventuellement un token un peu plus long. Mais tout ça pour dire, côté client, dès le premier jour, dites-vous, OK, si mon token a expiré, il faut juste que je sois capable de le détecter. Probablement une réponse 401. Vous répondez, vous appelez, le client mobile appelle l'API en disant, voilà, je veux avoir telle info. L'API lui répond 401, ce token n'est plus valide. Il faut que vous puissiez afficher juste un écran, par exemple, où on va redemander à l'utilisateur de se connecter. Si vous avez mis ça en place, vous pouvez très bien avoir des tokens infinis, et le jour où vous décidez de réduire la durée de vie du token, c'est transparent pour vos utilisateurs, on va juste leur demander de se réauthentifier. Bon, ça, c'est un exemple. Mais donc, prévoir la durée de vie des tokens au début, c'est effectivement un bon moyen de rester flexible et d'éviter les breaking change, c'est de prévoir la durée de vie des tokens au départ. Un sujet qui revient assez souvent, quand on conçoit son API, il y a des questions un peu récurrentes qui reviennent régulièrement. Prenons un exemple hyper simple, le service pour obtenir les infos sur un user. Vous avez un user, vous avez l'ID de ce user, c'est le user ID 1234. Vous faites un get sur /users/1234. Et l'API vous renvoie un JSON avec toutes les infos du user, nom, prénom, date de naissance, etc. etc. Est-ce que, dans la réponse, est-ce que vous allez mettre directement toutes les informations à la racine de votre JSON? Donc vous avez un JSON qui s'ouvre et vous avez nom, prénom, etc. Ou alors est-ce que vous avez ce qu'on appelle un root element, où le JSON s'ouvre, là vous avez une clé user, et à l'intérieur de la clé user, on va mettre tous les attributs du user. Bon, quand vous vous posez ce genre de questions, un bon réflexe, moi je trouve, c'est d'aller jeter un coup d'œil à JSON API, qui est un projet de standardisation des API JSON. Donc en fait, ils ont essayé au maximum de standardiser, comme HTTP ou d'autres normes sont standardisées, comment est-ce qu'on construit une API JSON. Ils sont justement très ouverts. Je pense que tout le monde a intérêt à essayer de coller autant que possible à cette spécification. En tout cas, je vous invite à aller la voir et à vous faire votre avis dessus. Et moi, très personnellement, les conseils que je donne, c'est toujours utiliser un root element et c'est lié à l'élément d'après. À partir du moment où vous introduisez un dictionnaire dans votre réponse, vous allez pouvoir faire évoluer votre réponse facilement. Je prends un exemple très simple. Si vous renvoyez directement à la racine de votre réponse, donc vous ouvrez votre JSON et vous envoyez nom, prénom, etc. Le jour où vous voulez ajouter un élément qui n'est pas directement un attribut de l'utilisateur, bah là vous êtes embêté. Parce que vous dites, OK, ça n'a rien à faire à côté du nom et du prénom. Par exemple, si vous voulez mettre des métadatas autour de ces informations, typiquement la durée pendant laquelle je voudrais que cette réponse soit accessible ou autre, le fait d'introduire un root element et donc de répondre, OK, voilà les infos sur le user, donc j'ouvre mon JSON, je mets user, et les infos, ça vous permet de mettre autre chose à la racine, à l'avenir. Alors dans le cas du get sur un seul user, c'est un peu moins parlant, mais imaginons par exemple sur une liste de users, vous pouvez très bien renvoyer par exemple des infos concernant la pagination.
C'est-à-dire, voilà, je vous ai renvoyé cette liste de users, mais par contre, on en parlait, si vous avez paginé votre API dans le temps, donc vous dites par exemple, donne-moi la liste de tous les users avant telle date. Ok, très bien. Dans la réponse, ça peut être intéressant de dire users au pluriel, 2 points. Voilà, là j'ai mon tableau avec la liste de mes users, et à la fin, à la racine, quelques métadatas du genre, ça c'est les infos qui ont été générées qui sont valables pour telle date. Ça c'est une info qui n'aurait aucun sens à mettre parmi les utilisateurs. Et donc, de manière générale, un dictionnaire c'est quelque chose d'évolutif parce que si à l'avenir vous rajoutez des clés dans ce dictionnaire, les anciennes versions de l'appli vont les ignorer, ça n'aura aucun impact pour eux. Les nouvelles versions de l'appli pourront toujours aller chercher l'élément qui les intéresse dans le dictionnaire. Ce n'est pas le cas d'un arrêt, ce n'est pas le cas non plus de mettre toutes les informations à la racine. Donc, introduire le plus souvent possible des dictionnaires. Un dernier exemple très rapide là-dessus, vous voulez envoyer un prix. Vous avez envie, par exemple, de mettre price 2.10, une valeur en entier. Ça vous paraît simple et tout. C'est quand même pas mal de se dire, OK, et si demain, on gérait autre chose que des euros? C'est tout bête. Plutôt que de renvoyer price et de mettre un integer, price 2 points, c'est un dictionnaire dans lequel il y a une value, il y a par exemple une currency, ce genre de choses. Donc, plutôt que d'avoir price 2 points la valeur, avoir price 2 points un hash avec une value, ça vous laisse demain la possibilité de gérer plusieurs currencies ou autres, etc. Donc ça, le coût du prix, c'est un classique, mais idem sur... Enfin voilà, il y aurait plein d'exemples, on pourra en reparler après. Donc toujours se demander, est-ce que ça pourrait pas avoir du sens de mettre un hash ici, c'est pas idiot. Ça, c'est un sujet vachement important quand vous discutez avec votre équipe back, choisir ce que moi j'appelle le bon niveau de granularité sur vos services. Je pense qu'il y a 2 approches extrêmes. Le premier extrême, c'est vous prenez votre base de données, vous avez 50 tables, et pour chaque table, vous allez proposer la ressource correspondante avec donc typiquement, vous allez avoir des utilisateurs, des produits, une table de jointure entre les deux, user product. Et du coup, dans votre API, on voit des fois des gens qui, pour afficher un écran, ils vont faire d'abord un appel aux utilisateurs, ils récupèrent une liste de user product, ils appellent l'API user product. Une fois qu'ils ont l'API user product, ils appellent l'API product, etc. Donc, se retrouver avec un écran qui fait 45 appels à votre API, tout ça pour composer votre écran sur un mobile, c'est pas très bon. Et des fois, c'est malheureusement un peu le défaut quand il y a une API qui a été conçue que par des dev back, des fois on peut voir des choses comme ça. Inversement, quand on discute avec les équipes mobiles et front, souvent on sent qu'il y a cette envie d'avoir un écran égale un appel, et cet appel renvoie tout ce dont l'écran a besoin. Et ça, c'est un autre extrême qui peut faire du sens, mais l'inconvénient de cette approche-là, c'est que du coup, le moindre changement de UI, en fait, vous avez du coup créé un lien hyper fort et une énorme dépendance entre votre UI et votre API. Ce qui pose des questions lorsque demain, par exemple, vous allez vouloir sortir sur un nouveau device, par exemple. À chaque fois que vous allez introduire un nouveau device, un nouveau format d'écran, alors bon, là, ça se fait un peu moins maintenant de faire des applis pour les télés et tout, etc. Mais imaginez, on reprend l'exemple de départ, que votre API elle soit publique. C'est important que votre API elle reste flexible. Pour moi, ce que je voulais dire, c'est vous avez gagné si vous pouvez faire des changements dans votre UI sans trop impacter votre API. Et un exemple que je donne souvent, alors du coup pour ça, moi ce que je conseille, c'est de raisonner en termes de macro-composants et des composants qui font du sens pour vos utilisateurs. Moi je prends l'exemple de la homepage de Netflix. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de Netflix ici, mais vous imaginez vite à quoi ça peut ressembler. Vous arrivez, vous avez en haut un grand espace de mise en avant. Vous avez en général un slideshow où il va y avoir des choses très différentes dedans. Des fois, ça peut être des films qui vont sortir, des films qui sont sortis, des films que vous avez vus, que vous avez envie de revoir. En dessous, vous allez avoir en général vos films en cours. Et en dessous, vous allez avoir catégorie par catégorie les films d'horreur, les films d'action. Et à chaque fois, c'est des slideshows, par exemple. Plutôt que d'avoir un endpoint qui s'appelle homepage,
qui renvoie toutes ces infos. Un exemple, ça pourrait être de dire, OK, je vais avoir un endpoint qui me renvoie les mises en avant, un endpoint qui me renvoie mes suggestions, un endpoint qui me renvoie la liste des films. Donc, vous n'avez pas fait 40 appels, vous n'en avez pas fait un, vous en avez fait potentiellement peut-être 3. L'intérêt, c'est que si demain, par exemple, les mises en avant, vous n'avez plus envie de les mettre sur la homepage, vous avez envie de les mettre sur un autre écran, souvent, ce qu'on voit, c'est au sein d'une appli, il y a des composants qui ont vraiment un sens pour le marketing, pour vos utilisateurs, pour l'équipe tech. C'est ces composants-là qui peuvent être vus comme un tout, et il y a une API par grand composant. Donc ça, c'est un exemple. Même si, des fois, surtout sur un mobile, en fait, où les écrans sont très petits, plus l'écran est petit, moins ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que sur un mobile avec un petit écran, en général, ces macro-composants, vous n'en avez qu'un par écran sur mobile. Quand vous êtes sur desktop ou sur un écran plus grand, bah là, vous allez en avoir envie. Et ça, c'est un bon exemple. Typiquement, avoir la même API qui permet de dialoguer à la fois avec du mobile, ou sur le mobile, vous allez avoir qu'une seule partie, et puis d'un seul coup, vous passez sur tablette, et sur tablette, vous affichez la même chose, plus autre chose. C'est bien de ne pas avoir à avoir deux endpoints, un pour l'appli mobile, un pour l'appli tablette. Ça peut avoir du sens aussi. Bon, le versionning, voilà, toujours penser au versionning dès le départ. Donc, juste faites une V0, ça ne coûte rien, et le jour où vous avez une V1, vous serez content d'avoir fait ça. Et quand vous faites des versions, essayez au maximum, voilà, d'éviter d'introduire des breaking change qui vous obligeront à passer à la V1 et trouver un équilibre pour ne pas non plus, voilà, les deux mauvais patterns étant j'en suis à la V28 parce que j'ai une API qui est hyper, justement, très peu flexible et à chaque fois que j'ai voulu faire un changement, c'était un breaking change, il a fallu sortir une nouvelle version de l'API. Et inversement, parce que vous ne voulez pas sortir la V1, cassez pas complètement votre API en mélangeant des choux à des carottes. Enfin, c'est du bon sens, quoi, mais voilà, ça, c'est les deux chemins qu'il faut éviter, quoi. Finir, quelques tips, parce que moi, je suis au niveau temps, ça donne quoi? Ouais, non, mais je vais finir vite. Hein. Ça peut être un truc utile. Forcer une appli à se mettre à jour à distance. Je pense que c'est arrivé quasiment à tout le monde un jour que, soit de manière urgente, soit tout simplement parce que vous êtes arrivé à la V4 et vous avez encore des utilisateurs qui font appel à votre V0 et vous aimeriez bien qu'ils fassent la mise à jour parce que ça fait 36 mois et ils ne font toujours pas la mise à jour. Un truc qui se fait beaucoup dans le jeu vidéo, mais c'est tout simplement de pouvoir, à distance, spécifier à votre client que sa version d'API est trop vieille pour qu'il puisse afficher un écran qui bloque l'utilisateur et qui lui dit « Merci, une nouvelle mise à jour est disponible. Cliquez ici pour ça. » Donc ça, c'est facile. Il faut juste avoir une API key qui permet d'identifier précisément chaque version d'appli. Donc à chaque fois que vous faites une release sur le store, vous changez d'API key et ça permet à votre back-end, quand il reçoit un appel avec une API key, de savoir quelle est la version qu'il appelle et donc de renvoyer la réponse qui force la mise à jour ou pas. Voilà, ça on peut passer vite là-dessus. Et ouais, je crois que c'est le dernier point. Ouais, voilà. Et le dernier point, ça c'est important, c'est au sujet de la documentation. Moi, je vous conseillerais de voir votre documentation comme un outil de conception. C'est-à-dire que je trouve que quelque chose qui marche bien, c'est quand vous voulez mettre en place un nouveau endpoint ou une nouvelle feature, posez-vous entre l'équipe back et l'équipe front et commencez par la doc. La doc étant en général rédiger le JSON qui va être envoyé en entrée. À quoi va ressembler la requête qui rentre, à quoi va ressembler la requête qui sort. Commencez par écrire la doc ensemble et une fois que vous vous êtes mis d'accord sur la doc, il ne reste plus qu'à l'implémenter de chaque côté. Donc je trouve que la documentation, en fait, c'est un bon outil de conception et faire attention à la garder à jour. Et pour ça, la doc, en général, elle est maintenue quand elle vit avec le code. Donc soit via des outils d'annotation, ou côté back, vous allez avoir des annotations dans votre code qui va vous permettre de générer la doc à partir de votre code. Ça, c'est un exemple.
mais donc voilà, ne pas avoir la doc qui est juste un wiki dans un coin qu'on va voir et qui meurt en général assez vite. Et vraiment pas hésiter à utiliser des outils maintenant, parce que c'est quand même des problématiques qui sont bien connues maintenant, type Swagger, AppyRI, il y en a un troisième dont j'oublie le nom à chaque fois. Mais voilà, Swagger et AppyRI marchent très très bien. Ils sont vraiment très connus en termes de doc. Et puis voilà, c'est tout. Merci. Merci Vincent. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires pour Vincent. Profitez tant qu'il est là, parce qu'il n'est pas du coin. Je suis dans le sud pour quelques jours. Donc n'hésitez pas. De toute façon, on va passer à côté pour l'apéro et ainsi de suite. Donc vous pourrez vous poser des questions à ce moment-là. Donc comme Laurent a dit, au mois de juillet, on n'aura pas de meet-up, mais on revient fin août. Et normalement, on a une présentation sur les tests pour applications mobiles qui sera faite par quelqu'un de Stardust qui font des tests pour applications mobiles sur device en réel, mais aussi simulateur et qui s'occupe de faire de forme testing. Donc si vous avez des questions sur le testing, normalement, vous devrez avoir la réponse que vous voulez à ce moment-là. Dernière chance sur la question pour Vincent. Si j'ai une petite question, comment tu gères la profondeur des données que tu remontes? Ça, c'est toujours un truc, tu vois, tu penses d'utilisateur qui a des produits, ainsi de suite. Quand tu vas prendre ta liste d'utilisateurs, est-ce que tu remontes l'ensemble des datas qui vont être liées, ou est-ce que tu t'arrêtes et donc tu exposes après une autre API pour avoir le détail de l'utilisateur et tac. Enfin, c'est vraiment de la profondeur des datas et je trouve que ça c'est récurrent, chaque fois on se pose des questions. Exactement. Alors, de manière générale, souvent tu as tendance à t'arrêter quand même assez vite. Donc, typiquement, aller plus de 2 niveaux de profondeur, ça commence déjà en fait souvent à être beaucoup. D'une part, c'est parce que tu as souvent envie de garder un maximum de consistance entre tes différentes réponses. C'est-à-dire que lorsque tu vas appeler le service de liste, donc imaginons un utilisateur qui possède ses produits favoris et ses produits favoris possèdent leurs annexes, etc. Quand tu appelles le service de détail, tu pourrais imaginer avoir une grappe assez longue, mais du coup, quand tu vas appeler la liste, tu n'as pas envie d'avoir cette grappe très longue au niveau de la liste. Donc, de toute façon, il faut que tu aies la possibilité via ton API, et il y a ça un petit peu dans la philosophie dans REST, c'est-à-dire que REST, tu as un peu cette idée d'une API qui s'auto-découvre, c'est-à-dire que typiquement, une des approches en REST, c'est je vais, dans mon service qui te liste les users, pour chaque user, je vais carrément te donner l'URL à appeler pour avoir la liste des produits associés. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans la philosophie REST. Ce n'est pas forcément ce que je te conseillerais de faire, mais c'est pour te dire, tu n'as pas intérêt à vouloir ramener toute ta grappe d'objets en un appel. Pourquoi? Parce qu'en général, ça va faire des appels énormes. C'est tout simplement pour ça. Et pour trouver où mettre le curseur, parce que c'est vraiment une question de curseur, c'est la taille de tes réponses JSON. Un JSON, une réponse qui va faire plus de quelques kilos, déjà, il faut commencer à se poser des questions. On voit des API de temps en temps, ou même des clients, on arrive, ils envoient des réponses, font quasiment 1 méga, quoi. Tu as l'impression qu'ils ont renvoyé toute leur base de données, ils ont fait un gros dump au mobile, et après, ils se plaignent parce que forcément, ça rame. Mais oui, enfin. Et du coup, en général, essayez d'être quand même. Moi, je conseillerais d'être plutôt vers la partie ciblée et juste regarder combien d'appels tu as besoin pour constituer ton écran. Souvent, est-ce que tu as besoin de toutes ces infos-là tout de suite sur l'écran? Si c'est juste parce que tu te dis, oui, je risque d'en avoir besoin, si par exemple, il clique sur ce bouton-là, j'aurai déjà les infos pour y aller. En soi, avoir ne serait-ce qu'un appel par écran, souvent, ce n'est pas déconnant. Et donc, typiquement, tu as une liste avec tes users. Tu as envie d'afficher un résumé des infos, souvent tu n'as besoin que d'un résumé. Et quand tu cliques sur ce user, tu arrives sur le détail. Et là, quand tu arrives sur le détail, éventuellement, tu as un appel supplémentaire, mais tu as changé d'écran au passage. Donc, c'est à moduler en fonction de l'UX, mais ce n'est pas déconnant de ne pas avoir une profondeur trop profonde. Ouais, donc, quelques levels, pas plus, quoi. Une autre question? Est-ce que côté mobile, les personnes avec qui tu travailles ont tendance à embarquer des bases de données justement à mettre en cache ces données? Ouais, complètement. Quasiment systématiquement, en fait. Ouais. Ne serait-ce que pour gérer le prochain démarrage. Le coup classique, justement, bah tiens, si on reprend l'exemple de Netflix, imaginons,
c'est probable que la première fois que vous avez lancé Netflix, ou peut-être qu'ils sont déjà sur des problématiques de ce type-là, mais au premier lancement, admettons, tu arrives devant un écran blanc, ou pas blanc, mais avec des placeholders de partout, et un spinner, et là, ok, bah, c'est la première fois qu'il appelle, tu viens de te loguer, il ne te connaît pas, il récupère tout. Tu n'as pas envie, au prochain appel, parce que tout ça, tu es online, parce que potentiellement, c'est long, hein, et notamment les images. En fait, si vous regardez, c'est un super exemple, Spotify justement, et je suis à peu près sûr que Netflix aussi, quand vous lancez l'appli, c'est bluffant. L'appli, elle est tout de suite, les images sont déjà là, tout est déjà pré-rempli, versus si vous implémentez ça de manière naïve, entre guillemets, où bah, il arrive, je vais récupérer des données fraîches, donc je fais un appel. L'appel, en fait, vous allez avoir plein de liens vers des images. De côté mobile, vous pouvez faire, même si vous êtes en Wi-Fi, que quelques requêtes HTTP en parallèle. Donc si sur votre home, vous avez, je sais pas, 20 images à afficher, eh ben, vous allez avoir l'impression que votre home, elle se compose comme ça. Et du coup, si tu veux éviter cet effet-là au prochain démarrage, c'est clair qu'il faut tout mettre en cache. Donc ouais, c'est un sujet super important. Qui n'est pas simple du coup, parce que ça pose la question de la synchro et tout, mais ça c'est un... Il y a de bonnes solutions du côté mobile qui m'assurent, il y a Reski qui marche relativement bien, je sais pas si tu utilises. Ouais. Puis après, faire sa propre solution. Bah, je vous propose de passer à l'apéro, et puis bah, pour la question suivante, il a le t-shirt. Merci Vincent. Ça marche, merci. Merci.